J'adore les espèces des grottes sous-marines. Non, vraiment, j'adore. Bonjour à tous, c'est Fish and Dive. Dans une première vidéo, nous avions défini l'écosystème des grottes sous-marines de Méditerranée, ainsi que son environnement, son biotope, c'est-à-dire toutes les conditions environnementales qui influent sur la distribution des espèces. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser aux habitants de ces grottes et donc celles qui sont soumises à ces contraintes environnementales. En écologie scientifique, ça s'appelle la biocénose, c'est-à-dire l'ensemble des espèces vivantes associées à un écosystème particulier. Pour cela, je vais m'appuyer sur des publications que vous trouverez dans la description. Les études concernant l'écosystème des grottes sous-marines sont en fait basées sur deux grandes parties géographiques. Il y a le bassin ouest de la Méditerranée et le bassin est de la Méditerranée. En termes du nombre de recherches, les grottes de l'ouest sont bien mieux étudiées que celles de l'est, avec un ratio de 5:1. Néanmoins, il y a en fait beaucoup de données et des grands groupes d'organismes ont pu être inventoriés et répertoriés. Alors on va éliminer d'ores et déjà les plantes parce qu'il n'y a pas de lumière, donc il y en a extrêmement peu, voire pas du tout. Les seuls qu'on pourrait retrouver, ce sont des algues rouges. Vous l'avez donc compris, ce sont les animaux qui dominent cet espace, en plus des bactéries. Cette première vidéo va porter sur deux grands groupes qui sont en fait les plus représentés dans l'écosystème des grottes sous-marines, les éponges et les cnidaires. Les cnidaires, ce sont en fait des organismes urticants type anémones, méduses, corail. Alors je ne vais pas faire une liste exhaustive de ce que l'on pourrait trouver, mais je vais m'attarder sur quelques espèces d'exception ou très communes que vous pouvez rencontrer vous-même en plongée. Alors on va démarrer tout de suite avec le premier groupe, les éponges ou spongiaires. Les éponges sont le groupe dominant dans cet écosystème avec près de 311 espèces référencées. Ça correspond à peu près à 47,7% de toutes les espèces d'éponges qu'on connaisse en Méditerranée. Et ça, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. La classe des Homo scleromorpha est la plus représentée avec une occurrence de 91%, c'est-à-dire qu'on retrouve cette classe dans 91% des grottes étudiées. Ce sont des éponges en carbonate de calcium, donc dures, ou en siliceuse, donc plutôt fragiles, qui vont avoir la particularité d'avoir du collagène dans les tissus, ce qui les rend mécaniquement résistantes à l'étirement. Mais bien sûr, il y a d'autres classes qui sont tout aussi bien représentées. Le rôle principal des éponges dans les écosystèmes marins, c'est qu'elles fonctionnent sous la forme d'hôtels vivants. Elles vont en fait avoir des micro-habitats pour divers organismes marins. Donc elles sont super importantes pour la diversité marine. Alors au niveau de cet écosystème des grottes, on va les retrouver en fait dans toutes les parties, que ce soit l'entrée, donc très éclairée avec des courants, les milieux intermédiaires où on va avoir un petit peu moins de lumière et on va avoir une diminution drastique des courants, et dans les zones internes où on va retrouver des caractéristiques particulières qu'on pourrait aussi retrouver dans tout ce qui est profond. Parmi toutes les éponges qui ont été recensées, on peut citer l'éponge encroûtante orange, Spirastella cuncatrice. Spirastella cuntatrice, l'éponge velours grise, Dendroxea lenis, l'éponge jaune d'or, Hexastella pruvoti, ou encore l'éponge encroûtante bleuâtre, Forbas tenacior. Mais nous, on va regarder plutôt les éponges d'exception. Nous avions déjà parlé de l'éponge pierre blanche dans la précédente vidéo, qui a une hypercalcification des tissus, ce qui la rend extrêmement dure comme de la pierre. Mais il y a également son opposé, l'éponge de verre, Oopsacas minuta. Alors vous vous en doutez, vu son nom, c'est un animal qui doit être très fragile. Elle survit en fait dans des grottes dites à profil descendant, c'est-à-dire que l'entrée est en surface et les conduits descendent profondément. La première des conséquences, c'est que les eaux vont stagner et on va se retrouver avec des eaux très froides en hiver. Elles sont plus denses et ça va avoir une énorme importance pour la survie des éponges de verre. Parce que l'exosquelette de l'éponge de verre est en fait fait en silice. Elle a donc besoin d'une température basse pour que son métabolisme fonctionne et elle est normalement présente à près de 200 mètres de fond, alors que là on peut la retrouver à une vingtaine de mètres de fond. Ici on l'a retrouvée dans une grotte de la Ciotat car celle-ci a un profil descendant. Et cette grotte recèle beaucoup d'autres trésors, vous allez le voir. Cette grotte possède également une obscurité permanente et une absence de courant. En fait, c'est une analogie parfaite avec les grands écosystèmes de fond où on la retrouve normalement. Ce magnifique animal, il peut se détacher facilement avec de simples bulles dues à la respiration des plongeurs. Donc, mieux vaut ne pas la regarder et la laisser tranquille. J'avais également envie de vous parler d'une éponge incroyable qui a été découverte dans cette même grotte de la Ciotat, une éponge carnivore. Oui, vous avez bien entendu, Lycopodina hypogea est une éponge carnivore. Elle ne filtre pas l'eau. Cet être exceptionnel a été découvert dans cette même grotte de la Ciotat, qui a donc un profil descendant, entre 15 et 20 mètres de profondeur. Alors vous allez penser que finalement c'est pas très profond, et vous auriez raison, mais si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, vous allez comprendre que les conditions environnementales, même à cette profondeur, sont identiques à des conditions environnementales du très profond. On va se retrouver avec un appauvrissement du milieu, une eau très froide et une obscurité permanente. Cette éponge blanche translucide est composée d'un pédoncule de 1,5 à 2 cm de haut,
qui va se terminer par une tête ovale pourvue de longs filaments qui vont avoir une adhérence type velcro. De la même manière et pour les mêmes raisons que les plantes carnivores, cette technique lui permet de survivre dans des conditions où le milieu est très pauvre en nourriture. Normalement, les éponges, elles filtrent l'eau. Or là, l'eau étant très pauvre en nutriments, une technique de chasse est en fait bénéfique et permet une meilleure survie. Cette éponge, via son pédoncule muni de filaments, va chasser des crustacés divers afin de combler le manque de nourriture. En effet, si elle ne fait que filtrer, le rendement n'est pas bon du tout et elle est obligée de chasser pour survivre correctement. D'ailleurs, c'est tellement pas rentable de filtrer qu'on découvre qu'il y a une disparition du système aquifère de filtration chez cette espèce, alors qu'elle est présente naturellement chez toutes les autres éponges. Elle a donc préféré une technique de pêche à la ligne. Cette espèce exceptionnelle à plus d'un titre est classée dans les conventions de protection de la nature. Maintenant qu'on a vu les éponges, on va s'intéresser au deuxième groupe le plus représenté dans les grottes, les cnidaires. Les cnidaires, ce sont des organismes qui sont caractérisés par la présence de cellules spécialisées qu'on appelle des cnidocystes. Ce sont en fait des cellules urticantes qui leur permettent de chasser. On va y retrouver les anémones, les méduses, les hydraires, les coraux, etc. Dans les grottes, donc, comme je le disais, les cnidaires représentent le deuxième taxon le plus représenté juste après les éponges. Et on va les retrouver principalement sur le plafond des grottes. Alors commençons par une anémone, l'anémone encroûtante jaune. Parazoanthus accinellae est une espèce très commune que l'on rencontre facilement en plongée quand on va un peu explorer des grottes, des surplombs ou des trous. Alors comme les autres espèces des grottes, et on en verra dans d'autres grands groupes d'animaux, c'est une espèce qu'on dit sciaphile, ça veut dire qu'elle préfère l'obscurité, elle n'aime pas quand il y a trop de lumière. Et du coup, ça tombe plutôt bien. Et par contre, elle va préférer l'entrée des grottes où on retrouvera un peu de courant, parce que c'est important pour elle d'avoir des courants pour pouvoir chasser correctement. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va former des tapis où les pieds de chaque individu sont reliés les uns aux autres, et ça forme des prairies toutes jaunes magnifiques. Ce tapis, il est plutôt uniforme, on va y retrouver cette anémone vraiment partout dans l'espace, elle va dominer. Et c'est pour ça qu'on la nomme le mimosa de mer, donc une référence à l'espèce terrestre qui elle aussi envahit les collines de Mandelieu par exemple. Par contre, on fera une distinguo parce que l'anémone jaune n'est pas invasive, contrairement au mimosa. Alors souvent on pense que les coraux sont tropicaux avec toutes les magnifiques couleurs, ça fait des récifs, c'est sublime, mais en fait il y en a aussi en Méditerranée, ils sont juste un peu plus discrets. Et il y en a, je vais vous le mettre dans le mille, dans les grottes. Alors on va commencer avec Madrassis farensis, la madras étoile. Comme sa cousine l'anémone encroûtante jaune, elle est sciaphile, elle n'aime pas la lumière, et elle n'aime pas non plus trop les courants, et donc elle va se retrouver dans les milieux plutôt intermédiaire, même si on va le retrouver au niveau de l'entrée également. C'est en fait une colonie d'individus semi-sphériques carnivores, avec un maximum de 50 individus pour la colonie. Petit point, les individus, on appelle ça des polypes chez les cnidaires. Chaque polype, les uns côté des autres, vont sécréter leur propre squelette, et tous ensemble, ils vont ainsi former une colonie dure comme de la pierre, le squelette étant en carbonate de calcium. C'est exactement le même squelette qu'on va retrouver en tropique. Et donc les polypes, ce sont eux qui vont capturer les proies grâce aux fameuses cellules cnidocystes urticantes. Mais il y a d'autres coraux qui sont aussi magnifiques dans les grottes, comme le corail jaune solitaire, Leptosamia pruvoti. Lui aussi c'est un corail dur au squelette calcaire et il va être jaune vif voire carrément fluorescent. Alors on peut le retrouver même s'il est solitaire, très abondant mais très localisé. Il se trouve que cette espèce possède en fait des caractéristiques très intéressantes. Tout d'abord, elle ne possède pas de symbiote type microalgue comme les autres coraux. Et deuxièmement, la densité de ces cristaux de carbonate de calcium est plus importante que chez les autres coraux. Ces deux caractéristiques lui donneraient une tolérance à l'augmentation de la température des eaux plus importante que chez les autres. Et il pourrait bien y trouver un avantage sélectif. Le réchauffement climatique, tout ça. Mais, et il y a un gros mais, on ne connaît pas sa limite de tolérance. Et donc il faut rester prudent et ne pas faire une généralité. Finissons avec une espèce endémique de Méditerranée, ça veut dire qu'il ne vit qu'en Méditerranée, la bien connue dent de cochon, Balanophilia europaea. Pourquoi l'appelle-t-on dent de cochon? Peut-être parce qu'elle ressemble à une dent de cochon, ça paraît évident. Elle possède des cnidocystes pour chasser, comme les autres coraux, elle n'aime pas la lumière, elle possède des algues symbiotiques, et par contre ce n'est pas une colonie, mais en fait un seul individu, donc un seul polype. Elle a donc une faible tolérance à l'augmentation de la température des eaux. Elle a d'ailleurs été comparée avec le corail jaune solitaire en termes de croissance et de démographie, afin d'avoir une idée sur les changements d'assemblage d'espèces qui auront lieu dans le siècle actuel, notamment dû aux augmentations des eaux chaudes et aux changements climatiques globaux.
Bien, on a fait un petit aperçu des espèces d'éponges et de cnidaires qu'on peut retrouver dans les grottes. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. On se retrouvera dans une prochaine vidéo où on va parler du troisième groupe le plus représenté dans les grottes, qui sont en fait les vers tubicoles. Mais on va aussi y associer des autres types de vers et des grands organismes d'animaux. Ciao!